Dans l'épisode précédent, j'ai appris comment la première garde de Mathias l'a changé et comment il a vécu le tournage du film. Pour le dernier épisode, j'aimerais explorer ce qui reste de cette expérience. Comment est-ce que cette première aventure de berger résonne chez Mathias, mais aussi chez son public? Peut-être qu'en comprenant ce qui reste, je pourrais savoir ce qui était vrai. J'ai envie de dire une connerie. Oui, vas-y, j'écoute. En fait, cette scène pourrait se résumer par les premières paroles d'une chanson. Ça vaut pas la peine de laisser ceux qu'on aime pour aller faire tourner des béliers sur son nez. Vous écoutez Inventer une montagne. Épisode 5, l'écho du sommet. Je suis sorti de la société du spectacle, pour prendre le terme situationniste, mais j'ai pas adhéré, mais j'ai vécu cette société du spectacle. Je retournais dans les salons du livre, OK, oui, le berger qu'on a vu, disons dans le Main Street. Ouais. Fait que ça a été fascinant. Mais pour moi, c'était pas un accomplissement, mais ça a été très agréable à vivre puis à tâter du point de vue de la curiosité ou de la fascination ou du... ou du désarroi face au spectacle ou face à ce que ça implique. C'était une expérience riche, mais que je suis bien content de pouvoir vivre à temps plein. Là. On va peut-être prendre notre aide avec le film, on verra. Je sais comment faire, puis je sais où me sauver. L'envergure d'une œuvre ou d'une histoire ne se mesure pas uniquement à la lumière, aux paillettes et à la gloire. Selon moi, ce qui compte, c'est surtout comment elle résonne chez les autres. Qu'est-ce que ça te fait de savoir que ton livre a eu un certain impact sur ton lectorat? Puis que ton livre a même peut-être changé des vies, là, tu sais? Le livre a suscité des vocations. C'est ce qui m'a le plus fasciné. En parlant de changement de vocation, je suis tombé sur une entrevue que Mathias a enregistrée en parallèle du tournage. Je vous présente Marie-Lou, une amie que Mathias a connue en France après sa première garde de berger. Bon, alors d'abord, effectivement, je m'ennuyais à 7. Je travaillais dans un établissement aujourd'hui. Quand je passe devant, j'en rigole encore. Donc j'étais très très contente de pouvoir rêver à une vraie aventure parce que c'était littéralement du rêve dans ma tête. Je pouvais même pas me représenter ce qui allait m'arriver. Je savais que tout allait être une découverte et une surprise. Mon lien social réel, c'était Mathias à Saint-André-les-Alpes qui travaillait dans l'hôtel avec les moutons autour de l'hôtel. Et donc, j'allais accompagner Mathias pour garder l'après-midi. Et oui, du coup, c'était des allers-retours à pied en plein cagnard. Ça, c'était quand même des épreuves de la vie en tant que jeune fille. Il fallait tenir le coup quand même, parce qu'on était encore dans une période d'estive, mais en basse altitude, donc pas encore l'alpage. Ça reste encore de l'introduction, mais c'est pas ce que je vais vivre ensuite. Ce que Marie-Lou va vivre ensuite, c'est très similaire au changement de vie que Mathias a lui-même vécu. Marie-Lou devient une vraie bergère. Oui, mon père était très heureux, mes amis me trouvaient folle, mon compagnon de l'époque me trouvait complètement insensée et je crois que personne n'a compris. Personne n'a compris ce que j'étais en train de faire. Mais une fois que j'y étais, je passais des coups de fil à tout le monde. J'ai envoyé des vidéos. Enfin voilà, après... en quelque sorte, pour certains des potes, tu deviens un espèce de héros parce que tu as fait un truc improbable qu'on pourra raconter. C'est un peu légendaire quand même de faire un truc comme ça quand on vient d'une ville comme cette, c'est complètement improbable. Moi, je suis vraiment née ici, je connais rien d'autre de la vie. Donc c'était vraiment une plongée vers autre chose. Et j'ai passé 3 mois à jouer comme une gamine, à être nue ou à m'inventer des mondes comme quand on est enfant. J'ai même ramené des garçons dans l'alpage, mais je pensais vraiment que j'étais toute seule. Et non, pas du tout. Et j'ai découvert qu'on me regardait, j'ai même compris que peut-être on me volait des agneaux. Enfin, j'ai compris tout le monde qu'il y avait en fait dans cette forêt que je n'imaginais pas, qui n'était pas qu'animal. Marie-Lou le dit très bien. Tout quitter pour devenir berger, c'est légendaire. Ça semble énorme,
Tellement grand que, simplement d'y penser, ça stimule l'imagination. Dès le départ, Mathias ne s'est pas seulement éloigné de la vie quotidienne de salarié dans le monde publicitaire, mais il s'est aussi approché d'une vie qui laisse plus de place à l'imaginaire. Malgré tout, pour creuser l'aspect biographique de l'histoire, j'ai aussi parlé à Cédric Trollet, un ami et compère de Mathias. Est-ce que toi, tu connaissais Mathias sous son nom de Mathias ou comme Mathieu? Moi, je l'ai connu comme Mathieu avant qu'on l'appelle Mathias. En fait, à l'époque où je l'ai rencontré, moi, j'étais en train de rédiger ma thèse de doctorat sur le monde pastoral parce que je faisais une observation participante, comme on appelle ça. Donc, en tant que sociologue, d'ailleurs, il avait toujours ce petit piquant de m'appeler le sociologue dans le monde des bergers. Hein. Je faisais le berger, donc pendant 6 ans, j'ai exercé comme berger pour m'acculturer à ce monde-là et savoir quoi en dire. Il y a quand même certains parallèles entre vos deux postures par rapport au berger. Vous êtes chacun rentré là un peu, comme tu parles, avec une volonté de s'acculturer, mais pour faire autre chose, ultimement. Ben oui, tout à fait. Après, je suis pas certain que Mathieu avait l'intention de faire autre chose. Je sais pas s'il a dit toute la vérité de son arrivée dans le monde des bergers. Moi, je venais en tant que sociologue pour faire une observation participante et je me suis pris au jeu, donc je suis resté trop longtemps par rapport à ce qui était prévu. Mathieu était juste amoureux et il a rejoint son amoureuse qui, au lieu de continuer ses études, s'était mis à faire la bergère. Et c'est comme ça qu'il est devenu berger, Mathieu, parce qu'il était amoureux. C'est un amoureux, Mathieu. C'est drôle comment Mathias, depuis 20 ans, raconte qu'il est devenu berger parce que son boulot ne lui permettait pas de se réaliser, alors que pour son ami Cédric, la motivation derrière cette rupture de vie, c'est simplement l'amour. Il s'agit de deux versions complètement différentes, qui pourtant sont peut-être aussi vraies l'une que l'autre. Je suis curieux un peu de ta part. Comment est-ce que le livre a été reçu, finalement, là, à l'autre bout de l'océan? Mathieu, il m'avait filé son manuscrit. J'ai lu le manuscrit avant qu'il soit publié. J'ai même fait des commentaires sur son manuscrit. Et donc, la plupart des bergers qui, autour de moi, ont lu son bouquin, l'ont lu avant même qu'il paraisse. Et l'esprit que Mathieu a mis dans son livre, c'est ce qu'il a trouvé en Provence. Il a décrit ce qu'il a vu. Donc, pour moi, c'est sûr qu'il y a une part romantisée et qu'il y a des clichés sur lesquels il s'est amusé à appuyer, dont il a grossi le trait pour donner un effet d'auteur à son travail. Mais c'est quasiment une œuvre d'anthropologie. Donc oui, les gens s'y reconnaissent. Quelle proportion du récit est-ce que tu penses qui tient à la fiction et quelle proportion est-ce qui tient à l'autobiographie? C'est difficile de parler en termes de proportion. En réalité, il y a clairement une part d'autobiographie dans son travail. Mais c'est aussi une part de collecte de données. Donc, il a vécu des choses, il a vu des choses, il parle de ce qu'il a vécu et de ce qu'il a vu, et il essaye de créer un fil conducteur avec ça. Et donc, le fil conducteur, c'est la part de fiction. Mais la réalité qu'il décrit, l'ambiance, c'est une ambiance à laquelle il a participé. C'est une ambiance dans laquelle il était inclus et qui ont façonné son regard sur le monde pastoral. Donc, c'est plus que de l'autobiographie. Et puis surtout, Mathieu, c'est mon ami. Je vais pas le trahir. J'ai aucune envie de démêler son vrai de son faux. C'est devenu clair en parlant à Cédric que si je souhaite démêler Mathias de Mathieu, je dois leur demander s'ils comptent cohabiter pour toujours. Les moutons devront trancher. Est-ce que tu as l'impression que pour le restant de tes jours, en fait, les moutons vont faire partie de ta vie? Comme nous souvenir d'un moment charnière qui m'a aussi mené à la concrétisation de la création, oui. Par contre, en épilogue et au film et au roman, dans les années qui ont suivi, les 8 ans de pastoralisme plutôt actif, qui était in and out, j'ai refait des voyages pour aller garder des fois un mois et demi, et j'ai eu aussi le sentiment d'avoir fait le tour des brebis. Et après avoir connu les moutons en montagne, en Provence, j'ai noué avec des éleveurs du Québec qui sont dans un tout autre modèle, là, puis à qui j'apprends des fois même la réalité de la montagne. Vous en avez entendu vaguement. Au Québec, en effet, c'est une réalité complètement différente. Je suis loin d'être un expert sur la vie pastorale québécoise, mais j'ai la chance d'avoir quelqu'un que je connais très bien et qui a bien voulu me partager ses connaissances sur le monde ovin.
je me suis déplacé à Saint-Fériol-les-Neiges pour le rencontrer. La nature, elle bat son plein en ce moment. Puis toi, t'es qui, admettons? Moi, je suis ton cousin. Je suis Berthier Lessard, ébéniste. Puis, je suis un ancien agronome. Puis là, on se dirige vers justement là, la bergerie. On est sur la terre familiale. Ouais, ça, c'est la terre de mes parents, qui était avant ça la terre de mes grands-parents maternels. Puis là, on se dirige vers le pâturage parce que agneaux, brebis et béliers profitent de l'herbe. C'était une terre qui était louée là, avant à d'autres producteurs. Puis là, éventuellement, ma mère a recommencé un cheptel là, avec en achetant 5 agnelles, puis un bélier. Puis là, ça s'est multiplié, puis il y a une trentaine de brebis. Là. On les entend, on commence à les entendre. Ils passent de la fin du printemps jusqu'à la fin de l'automne, ils sont dehors. Là. Quasiment tout le temps. Je dis quasiment tout le temps parce que cette année, on les fait dormir en dedans parce qu'il y a eu le loup est de retour. Qu'est-ce qui est arrivé? L'automne dernier, là, il y a eu un soir, là, un soir de fête. Là, on était au village, puis on est revenu, puis les moutons n'étaient pas encore rentrés dans l'enclos de nuit. Puis quand on est revenu, on a vu tout de suite qu'il y avait quelque chose de pas normal qui s'était passé, puis on a trouvé 4 cadavres d'agneaux, des gros agneaux, là, ils étaient rendus à 100 livres, là, qui étaient tués, égorgés dans le champ. Puis le lendemain, j'ai trouvé les pattes arrière du 5e agneau à l'extérieur du package. Là. Puis c'est sûr que on a déjà entendu des coyotes, mais là, ça laissait plus présager que c'était un loup. Puis on a vu des grosses traces l'hiver passé dans la neige. On est certain que c'est le loup? On est certain. On l'a pas vu. On l'a pas pris sur le fait, mais il y a un trappeur qui a attrapé un loup, ça c'est confirmé, sur la terre cet hiver, là, avec un piège. Là. Mathias me l'avait bien dit. Partout où on parle de moutons, on parle aussi du loup. Berthier est bien placé pour parler de la réalité de l'élevage ovin au Québec, mais il a lui aussi passé du temps de l'autre côté de l'océan avec un troupeau. Il a fait la transhumance en France, et ses souvenirs font écho à ceux de Mathias. On est parti sur une marche de 10 jours environ. Là. Puis on était une équipe, là, on était peut-être entre 8 et 10 là, personnes là, à accompagner le berger. Puis on avait un rythme qui était dicté par la vie des brebis. Là. Donc en fait, on partait le matin, c'était fin juin, il faisait déjà très chaud en Provence. Là. Puis on se levait vers 4 heures, on mangeait un bout de gâteau, un café. Là, on marchait jusqu'à 8h, 8h30. Là, à 8h30, on mettait des clôtures mobiles. Puis on faisait chômer le troupeau le jour. Puis on repartait vers 4h pour marcher jusqu'à 10-11h. On soupait. Puis après ça, on se couchait quelques heures pour refaire ce rythme-là. Pour se rendre jusque dans la vallée de l'Ubaye, près de Barcelonnette. Puis là, le troupeau montait en alpage. Puis j'ai été passer une semaine avec le berger dans la montagne. Puis ça, c'était... ça aussi, c'était... Là, c'était la vraie expérience des montagnes. Là. Ça, c'était... J'en parle, puis j'ai encore quand même des frissons là, de voir ces montagnes-là. Puis... C'est quoi la vraie expérience des montagnes? La vraie expérience des montagnes. Le bouclier canadien, je l'aime. Là. C'est là que j'habite. Là. Puis je te parle, puis on voit le Mont-Ferriol, le Mont-Sainte-Anne. Je sais que le Mont-Brûlé est pas loin, là, mais c'est des collines comme on se fait agacer. Là. La vraie expérience des montagnes, c'est une immensité, c'est une verticalité. Des fois, je me dis comment ça se représente sur une carte topo, là, ces pentes-là aussi à pic que ça. C'est de la roche fraîchement érodée, là, que la végétation commence à pousser dessus, mais il y a des places qu'il n'y a pas de plantes. Là. C'est juste de la roche. Puis en bas de la roche, là, il y a du sol qui s'est formé un peu, puis on a de l'herbe, mais l'expérience des montagnes, c'est ça. L'expérience des montagnes, c'est être au mois de juin, puis arriver dans un col, puis il reste encore 6 pieds de neige. C'est d'avoir des lacs glacés encore au mois de juillet. Puis ça, c'était pas mal.
Qu'est-ce que tu dirais que la montagne t'apprend? Ouais. La montagne t'apprend à te remettre à ta place, ça c'est sûr. C'est un peu une expérience cosmologique, là. Ça t'apprend la petitesse de l'être, puis en même temps, ça t'apprend d'une certaine façon à te prendre en main, parce que la montagne ne fera pas les choses pour toi. Il faut que tu fasses les choses. Faut que tu sois un agent là-dedans. Puis la montagne t'apprend. Ouais, la modestie, c'est sûr. C'est sûr. Puis toi, en amont de ça, là, Ouais. t'avais-tu lu le livre de Mathias Lefébure? J'ai lu ça quand j'étais en agronomie. J'ai lu ce livre-là. Et j'étais jardinier, en fait, quand j'ai lu ça. Le discours de Berthier vient donc faire le pont entre l'expérience pastorale traditionnelle et la réalité du terrain au Québec. Son voyage en France l'habite toujours. Il aimerait bien voir mise en place, ici au Québec, certaines pratiques européennes. Moi, je l'ai fantasmé plusieurs fois quand même, la transhumance québécoise. Là. Puis ça a déjà été testé même sur... tu sais, on se parle puis on voit des champs là, sur le Mont-Saint-Anne. Ça, par exemple, le Mont-Saint-Anne, c'est une terre publique louée à un exploitant de l'Ouest canadien. À des intérêts privés. C'est à des intérêts privés, exactement, mais la terre appartient à la CEPAC, puis ça appartient au gouvernement du Québec. Mais c'est loué à des intérêts étrangers. Puis, il y a des centaines d'hectares d'herbes là, sur cette montagne-là, puis on en parle, puis on voit. Mais ça, l'été, ça pourrait être pâturé par des animaux. Ça pourrait être une expérience alpine. Mais ça a déjà été testé, puis ça n'a pas été quelque chose de concluant. Pour des motifs, moi, ce que j'ai entendu, là, mais des motifs quand même absurdes. Là. C'est-à-dire? C'est-à-dire qu'on se plaignait de la possible présence de crottes de moutons dans les pistes de ski. Puis qu'est-ce qui allait se passer au printemps si quelqu'un tombe en ski puis tombe dans la marde, tu sais? Il n'y a pas de conséquences à tomber dans des crottes de moutons, là. Mais c'est de la gestion aussi. Ça prendrait quand même quelqu'un qui serait là en permanence. Ça prendrait des bergers. Ça prendrait des bergers, exactement. Puis on est dans un contexte où les ouvriers agricoles sont de plus en plus rares. Puis même que dans le contexte agricole québécois, ben on va chercher de la main-d'œuvre à l'étranger pour subvenir aux besoins de main-d'œuvre. C'est drôle. Il nous faudrait importer des bergers. Un peu comme Mathias qui est venu d'ailleurs pour prendre part à l'alpage en France. Partout dans les pays développés, la main-d'œuvre agricole manque. Il se crée alors de grands mouvements migratoires, parfois temporaires, parfois permanents. Les gens embarquent dans de grandes aventures où le déplacement s'ajoute à leur histoire personnelle, changée à jamais. Leur identité combine alors leur origine et leur destination. Qu'est-ce que tu dirais qui te reste de tes années de berger? Une certaine intransigeance face à la liberté. On peut être fonctionnel, trouver des projets, mais il faut rester libre. Ça m'a marqué à jamais. J'ai fait toutes sortes d'autres choses. Après Berger, il y a eu évidemment un roman, film, plein de projets aussi, des conférences, des voyages. La liberté, l'absence de concession sur la liberté, pas au sens civique, là, éthique, là, la liberté de soi de plus se compromettre. Quand on touche des droits d'auteur, on peut parfois faire des voyages. On a des périodes fastes et des périodes moins fastes, beaucoup dans le milieu des arts. Il y a une intransigeance face à la liberté ou de faire des choses alimentaires, mais qui ne sont pas trop aliénantes, puis qui ne vont pas à l'encontre ou qui ne sont pas la nécessité. On ne vit plus pour travailler. Comment on finit ce balado-là? Parce que la quête qu'on m'avait fixée dès le départ, là, c'était de faire le ménage entre le vrai et le faux. Dans ta vie, dans l'œuvre de fiction, dans le film. J'ai l'impression d'avoir échoué. Oui. J'ai l'impression que je ne pouvais même pas t'aider. Démêler la réalité du faux pour répondre carrément à ta question, le temps ne me permet plus de le faire. Et ça, c'est ma mémoire. Kundera en parle beaucoup. L'homme meurt sans savoir ce qu'il a vécu, dit-il à la conclusion de son essai sur les testaments trahis. Moi, je distingue peu le vrai du faux. Ça me fait penser à la fin de la conversation que j'ai eue avec Pierre Filion, l'éditeur du roman. Un des filons narratifs là, qui intéresse beaucoup, c'est qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui n'était pas vrai, qu'est-ce qui est arrivé au vrai Mathias, qu'est-ce qui est arrivé au Mathias de la littérature. Ah oui, dans ce sens-là, oui. Écoutez,
y a un seuil de vraisemblance, que ce soit vrai ou non, que ça a été la réalité vécue ou une réalité inventée, n'a plus d'importance pour ce qui s'appelle de générer la littérature. Parce que de la littérature, c'est le transport de ça de toute façon. Qu'on transporte un mensonge ou une vérité, si on n'est pas capable de le transporter à un certain niveau, on ne fait pas de la littérature. Donc, le mensonge n'est pas pour moi un enjeu. Il y a tout le temps dans des livres, même des livres d'autofiction ou des livres de récits de Michel Tremblay ou d'autres, une part d'invention ou quelque chose, ou un glissement qui n'est pas l'exacte réalité. Puis l'exacte réalité, ce serait juste celle de Michel ou de Mathias, parce que quelqu'un d'autre raconterait ça, la même histoire, il la verrait d'un autre angle, même si c'est le frère de Michel Tremblay disait de monnaie. Je ne sais pas si ma mère a dit ça, mais elle aurait pu le dire. Fait que, tu sais, lui, il était dans la même famille, il a grandi dans la même cuisine, puis il a eu la même mère. Donc, il s'en souvenait pas, lui, de ce que Michel avait comme souvenir. Mes enfants, ils ont les souvenirs de leur jeunesse que moi, j'ai pas, puis ils me font rire des fois parce que je m'en souviens pas. Ils mentent pas. Mais à mes yeux, c'est pas une vérité qui, moi, était la mienne. C'est la leur. C'est pas l'enjeu, je pense. Le mensonge super bien écrit, moi, je suis content. Puis une vérité mal écrite, c'est plate. J'aurais dû l'écouter dès le départ. Oublier de départager le vrai et le faux. On s'en fout, au fond. Le mensonge n'existe peut-être pas en littérature ni au cinéma. André Lynn, la conceptrice artistique du film, m'avait dit à peu près la même chose. Pour toi, en fait, le cinéma, c'est pas un mensonge, ultimement. Ah non. Ben, après, j'installe plein d'affaires, puis je choisis chaque couleur de chaque affaire, là, puis et le lettrage, et le graphisme, tu sais, tout ça. C'est juste visuellement une proposition, tu sais, mais pour moi, c'est toujours la vérité du film, tu sais, fait que j'y crois complètement, là. Non, il n'y a pas de mensonge là. Pour moi, il y a juste de la vérité, là. Les moutons, les bergers, le vrai, le faux. Peut-être que tout ça, c'était un prétexte. Un prétexte pour parler de quelque chose de plus grand, de plus difficile à saisir. Peu importe la réalité, ce qui compte, c'est ce qui nous touche et nous inspire. Sophie de Raspe, la réalisatrice du film, le sait très bien. Ça veut pas dire devenons tous bergers, mais suivons, tu sais, l'appel qu'on a, que ce soit une vocation sentie ou un instinct, mais de suivre ça, puis d'embrasser que ce sera pas toujours facile, mais d'embrasser que d'être dans le vrai, dans ce qu'on a choisi, va apporter aussi son lot de magie, puis de grandiose, puis d'imprévu. C'était le dernier épisode du balado Inventer une montagne, réalisé, animé et monté par Renaud Lessard-Sainte-Marie, avec la collaboration spéciale de Mathias Lefébure. Une conception sonore de Daniel Capeille, avec la musique du film composée par Philippe Brault. Produit par Béatrice Leclerc et Hélène Hébert de Microscope, en collaboration avec Maison Cartière. Pour vous plonger davantage dans le récit de Mathias, je vous invite à lire son roman « D'où viens-tu berger ?», publié chez Leméac, et à voir Berger, le merveilleux film réalisé par Sophie de Raspe. Merci pour l'écoute, j'espère vous croiser en haut d'une montagne.